dans Zoom. Donc, utilisez cette fonction-là. Et si vous avez aussi des commentaires que vous voulez garder dans le conversé ou dans le chat, c'est aussi possible donc d'utiliser ça. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Parfait. Bon, bien, Consuelo, je te laisse la parole. Parfait. Tu m'indiques quand tu veux que je passe à la prochaine Parfait. slide. Donc, comme je disais au tout début, dans la bienvenue, aujourd'hui, on veut vraiment discuter sur la question de la professionnalisation du bénévolat, qui est un sujet, en fait, je dirais, qu'on touche quand même, mais peut-être dans les derniers temps a été plus présent à cause des changements qu'on est en train de vivre avec la pandémie. Donc, oui, il y a eu ces appels au bénévolat qui ont été, je dirais, assez forts au tout début de la COVID, pour après réaliser aussi qu'il y avait une certaine fragilité dans le milieu des organismes communautaires et aussi du bénévolat. Nous avons d'ailleurs, en tant que groupe de recherche, écrit un article dans The Conversation où, entre autres, on disait que ce milieu du bénévolat était fragilisé, qu'il y avait d'ailleurs plusieurs raisons. La question de financement, par exemple, en est une, mais une autre, ça serait cette professionnalisation qui, oui, a des avantages, mais qui vient aussi avec certains des désavantages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aimerait justement, à la fin, dans la discussion, ouvrir avec ces questions de quels sont les avantages et les désavantages de cette professionnalisation et comment aussi, quelles seraient les démarches qu'on pourrait suivre pour peut-être à la fois dénoncer les excès de cette tendance, comme peut-être célébrer certaines des démarches qui sont plus positives. Donc, juste pour, Frédéric, on peut commencer par le premier point de présentation pour vous donner un petit peu de contexte par rapport au groupe de recherche. Nous sommes un groupe interuniversitaire. Il y a l'UQAM, la TELUC, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université d'Ottawa. Donc, c'est une recherche qui est financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et donc qui s'intéresse justement à comprendre les transformations du bénévolat à l'heure actuelle. Nous interrogeons ces transformations ou nous les problématisons à partir quand même d'un cadre qui se veut critique, dans le sens que ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une marchandisation du secteur à but non lucratif. Et cette marchandisation, donc ça c'est une des prémices de notre recherche, aurait des impacts ou des influences dans la manière dont le bénévolat se transforme. On peut suivre à la prochaine diapositive. Nous avons donc certains objectifs dans la recherche. Je ne vous les lirai pas. Il y en a 4, mais celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est le dernier, donc qui est de développer des études de cas pour comprendre de manière justement empirique la façon dont les bénévoles, les bénéficiaires, les employés des organismes à but non lucratif vont travailler les tensions de la marchandisation du secteur à but non lucratif lorsqu'ils s'engagent dans une initiative de bénévolat. Par tension, en fait, ce qu'on veut dire, et on fait appel ici à la littérature qui s'est penchée sur la marchandisation du secteur à but non lucratif, c'est qu'il y aurait une forme de tension entre le marché et la mission qui serait constitutif, en fait de ce type d'organisme et d'organisation. Et nous, ce qu'on suppose, c'est que cette tension va se manifester lorsqu'on s'engage dans des pratiques, notamment ici, lorsqu'on met en place des initiatives de bénévolat, lorsqu'on participe en tant que bénévole dans ces initiatives. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment comment empiriquement ça se manifeste. Donc, oui, on a, disons, une littérature qui s'est penchée sur ces différents sujets, mais ce qu'on veut, nous, c'est de pouvoir l'étudier dans des pratiques concrètes et des pratiques que nous nommons communicationnelles parce que nous sommes tous en tête des chercheurs qui provenons des communications. Donc, en fait, on a réalisé, c'est la première étude de cas que nous avons réalisée, celle dont on va vous partager aujourd'hui les résultats, mais nous avons aussi d'autres études de cas, dont une qui vient d'être terminée, la collecte de données vient d'être terminée, qui porte sur la mobilisation des bénévoles et des citoyens
des citoyens et activistes dans le contexte des organismes communautaires. Nous avons aussi une autre étude de cas qui vient de commencer, qui, elle, porte sur la figure du bénévole militant dans le milieu, dans des organismes donc, de lutte environnementale. Et il y a une dernière étude de cas qui va commencer en 2021, qui, elle, porte en fait sur le bénévolat dans le contexte hospitalier et la place de l'écoute, notamment par rapport à la trajectoire de patients qui sont atteints de cancer. Donc, c'est des contextes assez diversifiés, des organismes aussi qui ont des tailles différentes, des structures différentes, des missions différentes, mais l'idée justement, c'est de pouvoir par la suite avoir une analyse comparative pour essayer de répondre donc à cette question de comment se transforme le bénévolat dans ce contexte de marchandisation. La prochaine diapo, s'il vous plaît, Frédéric. Donc, on est toujours dans la mise en contexte ici. Juste quelques mots-clés qui peuvent justement distinguer ce qu'est le bénévolat aujourd'hui. J'ai rapidement parlé de cette notion de marchandisation ou marketisation du bénévolat qui finalement, de façon très résumée, veut dire que les logiques du marché vont justement être transféré du secteur de l'entreprise privée vers ces organismes à but non lucratif ou ces organismes communautaires et va se manifester, par exemple, dans une forme de managérialisation, va se manifester dans des discours d'efficacité, de performance, dont on va vous parler plus en détail par la suite. Donc ça, c'est sûr que ça reste, disons, je dirais, le concept principal à travers lequel nous, le regard que nous, on pose pour essayer de mettre en contexte le bénévolat aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques qu'on retrouve dans la littérature sur le bénévolat. Je vais juste vous en nommer quelques-unes. Mais par exemple, on parle d'un bénévolat qui est de plus en plus épisodique. Donc, on est moins dans un engagement à long terme, mais plus dans un engagement par des projets qui sont cours. Et ça s'expliquerait entre autres par le type d'engagement, les profils aussi de bénévoles et comment ils s'engagent, mais aussi par une forme d'utilitarisme des pratiques bénévoles, dans le sens qu'on va faire une activité très précise et très concise pour pouvoir, par exemple, bonifier son CV. C'est ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, notamment ceux qui sont à l'école, où on leur demande de faire du bénévolat pour pouvoir se diplômer. Et là, on voit qu'il y a vraiment un côté instrumental associé au bénévolat. Sinon, vous avez dans votre écran des mots qui sont associés au mot bénévolat. Cet encadré, en fait, vient d'une recherche qu'on a menée sur la cartographie du bénévolat à Montréal et qui va faire l'objet de notre prochaine midi-conférence. D'ailleurs, Colline, qui a participé activement à cette recherche, va nous présenter les résultats dans quelques semaines, ou la semaine prochaine, je pense. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment différents mots qui ont été associés à cette notion de bénévolat. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit que, bon, il y a le mot organisme, genre, implication, travail, engagement, mais ça nous montre que l'univers sémantique du bénévolat est beaucoup plus je dirais, éclaté que ce qu'on pourrait penser a priori. Donc, oui, il y a cette dimension du don, mais ce n'est pas juste la question du don. On a le mot expertise, il y a le mot projet, vous voyez même le mot entreprise. Donc, ça montre que justement, la façon dont les gens vivent, expérimentent le bénévolat quand ils s'engagent dans ces activités-là et la manière dont ils en parlent et dont ils en font sens est très diverse et ça va dépendre justement des différents contextes. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous avons remarqué dans la recherche dont on va vous parler aujourd'hui et on pourra par la suite vous préciser dans quelle mesure. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on arrive à la recherche qui nous occupe cet après-midi. Donc, nous avons réalisé, comme je l'ai dit tantôt, une étude en fait multisite ethnographique des pratiques bénévoles au sein du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Donc, quelques mots rapidement par rapport à la Société canadienne du cancer. C'est un organisme
à but non lucratif, pan-canadien. Ils se définissent en fait comme un organisme bénévole ancré dans la communauté. C'est les termes qui sont utilisés dans le site web. Nous avons réalisé la recherche plus spécifiquement à la division donc Québec. Avant la pandémie, il y avait des divisions par région. Maintenant, il y a une restructuration à la Société canadienne du cancer et ça a été complètement centralisé. Mais à l'époque où nous avons réalisé le terrain de recherche, il y avait bel et bien une division du Québec. Et en fait, c'est avec eux que nous avons collaboré pour mener cette recherche. Donc, la mission de cet organisme, c'est de combattre le cancer. Et pour ce faire, il y a différents volets d'action. Et un de ces volets, c'est la collecte de fonds qui permet notamment de pouvoir financer les actions de l'organisme qui peuvent être, par exemple, la sensibilisation et la prévention, mais aussi beaucoup l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, jumelage avec aussi, ils ont une maison d'accueil pour ceux qui viennent de l'extérieur et doivent être proches d'un hôpital à Montréal, etc. Donc, nous, on s'est vraiment concentré sur les relais pour la vie, qui est en fait l'activité de collecte de fonds la plus importante de la Société canadienne du cancer au niveau canadien, pan-canadien, et plus particulièrement la division du Québec est reconnue comme étant experte par rapport à ce type d'activité de collecte de fonds qui a la particularité d'être une activité qui se fait peer-to-peer. Donc, c'est-à-dire que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des comités de bénévoles qui proviennent de différentes villes et donc au Québec qui vont s'organiser pour créer un événement. Les événements se déroulent de la fin mai à la fin juin, donc environ un mois. Et pendant cet événement-là, qui dure en fait toute la nuit, donc c'est un événement de nuit, un relais de nuit, il va y avoir des activités d'animation, la nourriture, bon bref, différentes activités, mais le but principal, c'est de pouvoir se relayer, donc des équipes qui sont celles finalement qui collectent des fonds, vont se relayer pendant toute la nuit pour marcher. La symbolique derrière la marche, c'est de dire le cancer ne dort pas et c'est le slogan qui est utilisé. Et donc, on marche toute la nuit pour accompagner les personnes qui sont en train de combattre le cancer et aussi pour honorer et remémorer les personnes qui ont décédé du cancer. Donc, cet événement se réalise, comme je le disais, partout au Québec et aussi au Canada. Environ 80 événements au Québec ont été réalisés, pas cet été à cause de la pandémie, mais l'été dernier, qui a été le moment où nous avons fait la recherche. Mais nous, on a fait notre recherche dans 4 relais pour la vie, donc 4 comités du Québec où nous avons finalement fait de l'observation, je dirais, à des degrés de participation différents, mais quand même, on a eu à mettre la main à la pâte, notamment le jour de l'événement. Nous les avons suivis, donc ces comités, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ça a impliqué évidemment essentiellement de l'observation, des réunions de ces comités, donc des réunions souvent mensuelles, mais plus l'événement approchait, c'était des réunions qui étaient plus régulières, et aussi l'observation d'autres types de réunions, par exemple de sous-comités ou d'activités de promotion de l'événement, des stands, par exemple, dans les municipalités ou des communiqués de presse, ou des conférences de presse dans d'autres cas. Donc, une grande partie, je dirais, la partie la plus importante de la collecte de données a été l'observation de ces réunions et autres activités organisées par les comités bénévoles. Ensuite, nous avons mené des entrevues auprès des membres de ces comités, mais aussi auprès des agents de développement, donc les personnes, les employés de la Société canadienne du cancer qui avaient comme rôle d'accompagner ces comités. Et nous avons aussi interviewé les directeurs et directrices des bureaux régionaux dans lesquels se faisaient les relais, ainsi que certains membres de la direction du comité central, donc à Montréal. Nous avons aussi fait de la ethnographie, donc notamment le suivi des sites web
de chaque comité relais, mais aussi le suivi des pages Facebook qui étaient privées, donc qui étaient plus de l'ordre de l'organisation pour chaque comité. Nous avons pu avoir accès, évidemment, avec formulaire de consentement et certificat d'éthique à la main. Donc, on a pu aussi avoir récolté ces données qui étaient de l'ordre notamment plutôt soit de diffusion, promotion ou sinon d'organisation et logistique. Et finalement, le jour J du relais, nous avons fait du shadowing, donc la filature d'une ou deux personnes, donc bénévoles, membres du comité, ce qui signifie en fait d'être presque 24 heures sur le site. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra vous partager certaines des anecdotes de terrain ou récits de guerre, comme on peut les appeler aussi, par rapport à cette expérience qui a quand même été assez éprouvante parce que justement, être en mode observation pendant 24 heures non-stop, c'est quand même un défi. Mais que je crois nous avons relevé de manière très satisfaisante. Donc, ça vous donne, disons, un aperçu des différentes, de la manière dont nous avons fait la collecte de données. Mais par rapport au statut de ces données, les données les plus importantes pour nous étaient vraiment les données d'observation, ce qui inclut aussi le shadowing le jour de l'événement. Frédéric, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, notre recherche, le rapport de recherche que nous avons présenté à la Société canadienne du cancer, nous avons réalisé donc une analyse thématique qui s'est vraiment construit au fur et à mesure que nous faisions la collecte de données. Donc, la manière dont on a réalisé cette analyse, c'est que nous avions l'équipe de chercheuses des rencontres aux 3 semaines ou aux 4 semaines dans lesquelles on faisait un tour de table par rapport à ce qu'on avait pu observer jusqu'à date. Et donc, certaines thématiques ont émergé à ce moment-là. Ces thématiques ont été confirmées par la suite par une lecture attentive des journaux de bord qui ont été tenus et par l'analyse aussi des entrevues que nous avons réalisées qui ont été transcrites, évidemment, pour pouvoir faire l'analyse. Donc, le résultat de cette analyse thématique a amené 4 grandes thématiques. Et aujourd'hui, comme je vous disais au début, on va vraiment se concentrer sur celle de la professionnalisation. Je vais juste rapidement passer les autres pour vous donner une idée. Mais dans la thématique de l'idéalisation, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y avait une idéalisation du bénévolat et que comme étant justement une pureté d'engagement qui se fait à travers le don de soi et que cette idéalisation s'incarnait dans le super bénévole ou la super bénévole, donc une personne engagée avec 10 à 15 heures par semaine pendant une longue période de temps, mais aussi une personne qui a en fait, qui incarne des hauts standards, justement, de cet engagement pour des bonnes causes et pour la bonne manière. Donc, ça, on a retrouvé beaucoup ce discours idéalisé qui peut avoir notamment des conséquences négatives quand on pense au burn-out donc à l'épuisement professionnel que vivent certains bénévoles parce que ces standards sont extrêmement élevés. Je vais passer à la professionnalisation parce qu'on va en parler plus en détail. Je parlais d'épuisement, donc ça, c'est un autre élément qui est ressorti très fortement dans notre analyse et c'est à la fois l'épuisement des employés, donc les agents de développement qui, dans ce cas-ci, avaient un statut assez particulier de participer ou ne pas participer dans le comité, d'être à la fois accueillis et non accueillis, donc beaucoup de contradictions et de tensions par rapport à ce rôle qui était très ambigu et très flou, et un manque de légitimité avec aussi une grosse surcharge de travail. Donc, en fait, les 4 agents de développement ou les agents de développement des 4 relais, nous avons remarqué qu'il y avait des marques justement d'épuisement. Certains d'entre eux sont même partis. Et c'est quelque chose qui est assez commun. Donc, le roulement de personnel est assez important à la Société canadienne du cancer et on le voit aussi dans d'autres organismes. Mais ce qui nous a aussi interpellés, c'est l'épuisement professionnel des bénévoles, surtout parce que, en faisant une recherche dans la littérature, on a trouvé très peu d'études qui portent là-dessus, comme si le fait que l'épuisement est professionnel, que ça soit en fait
qui fasse partie de la sphère du travail. Et donc, comme on considère le bénévole comme étant du non-travail, on ne pourrait pas imaginer ou envisager que l'épuisement professionnel puisse se manifester aussi auprès des bénévoles. Mais puisqu'on parle de professionnalisation, on voit très bien que l'épuisement est aussi quelque chose d'assez... en fait, dans notre cas, ça a été quand même assez frappant de le voir que plusieurs des bénévoles en parlaient eux-mêmes dans ces termes. Et finalement, une dernière thématique qui est en lien aussi avec la posture dont je vous expliquais plus tôt par rapport à la marchandisation du secteur à but non lucratif, c'est cette tension marché-mission qu'on a vu aussi donc se manifester de façon assez concrète, à la fois dans le discours des bénévoles ou des agents de développement, mais aussi notamment dans l'organisation de cet événement, qui est un événement de collecte de fonds. Donc, on s'entend que le discours, les logiques, les façons justement de l'organiser vont mener vers le fait en fait, vont apporter ou mobiliser des logiques et des discours du marché. Mais en même temps, il y a toujours ce rappel à certains moments de la cause ici, donc de combattre le cancer. Donc, si ça vous intéresse, ce sont des thématiques qu'on a abordées plus en détail dans le rapport, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la professionnalisation. Et là, je donne la parole donc à Frédéric et Jeanne qui vont vous présenter ces éléments. OK, donc la professionnalisation, on l'a vu, dans le fond, déjà, c'est important de noter que c'est une tendance, la professionnalisation qui a lieu en général dans la société parce que les gens sont de plus en plus éduqués à un niveau de plus en plus élevé. Donc, c'est une tendance qu'on voit dans notre société en général. Et puis, il y a ce qu'on appelle une colonisation, dans le fond, de la logique marchande vers le secteur non lucratif. Donc, ça fait de la professionnalisation aussi dans le secteur non lucratif philanthropique communautaire, comme par exemple dans la SSI. Donc, cette tendance-là, dans le fond, dans les OBNL, elle vient de deux choses en particulier, c'est-à-dire, premièrement, une double tendance de la réorganisation des OBNL et en deuxième temps, dans le fond, une volonté du bénévolat et des bénévoles de se détacher d'une vision traditionnelle du bénévolat. Donc, dans un premier lieu, la double tendance de réorganisation des OBNL, en fait, c'est parce qu'il y a de plus en plus, vous avez sûrement entendu parler des PPP, partenariats public-privé. Donc, il y a une tendance à la privatisation du secteur non lucratif. Donc, il y a un recul du secteur public au détriment du secteur privé. Donc, ça crée plus de concurrence et puis une injonction de production des OBNL pour faire concurrence sur le marché au privé. Et puis, il y a aussi de plus en plus un penchant qui est beaucoup plus clientéliste dans la façon de gérer les usagers, les usagères des services philanthropiques communautaires, etc., comme les OBNL. Donc, les bénévoles qui vont œuvrer au sein des OBNL vont devoir vraiment vont avoir des injonctions de production de plus en plus élevées pour vraiment faire concurrence au secteur privé avec cette logique clientéliste des gens des usagers et usagères qui vont profiter des services qu'ils vont donner. Et puis l'autre penchant de la professionnalisation qui est de se détacher de la vision traditionnelle du bénévolat, c'est que le bénévolat et les bénévoles ont envie de se légitimer en tant que pratique professionnelle. Donc, veulent se détacher d'une vision très plus, comment dire, moins professionnel, justement, un peu plus amateur, un peu plus non-expert du bénévolat avant, qui était vraiment beaucoup plus associé à la charité. Donc maintenant, on fait vraiment plus ça par question. On fait jouer nos expertises, on fait du bénévolat pour faire avancer sa carrière, rajouter des cordes à son arc sur son CV, etc., etc. Donc ça fait en sorte que, overall, c'est un gros wrap-up très rapide, mais c'est tout ça qui fait en sorte que le bénévolat devient de plus en plus professionnalisé. Donc là, il y a j'ai mis des extraits dans le fond qui montrent en quoi est-ce que les bénévoles se sentent aussi même eux-mêmes plus professionnels et se revendiquent plus professionnels aussi dans leur pratique bénévole. Donc, comme il dit, oui, je fais partie du comité organisateur. Donc, c'est un standard qui est plus haut. Ce n'est pas un bénévole ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui fait jouer mon expertise et qui va sur l'année au complet. Donc, on voit qu'il y a des tendances donc, à la bureaucratisation, la rationalisation et la commercialisation du bénévolat et des pratiques bénévoles. Particulièrement dans les comités organisateurs des relais,
c'est notre terrain d'ailleurs qu'on a étudié, donc c'est ça qu'on va regarder. Et cette profanisation-là s'exprime de 4 façons, donc les points 1, 2, 3, 4. Moi, je vais faire 1 et 2, puis je vais laisser Jeanne faire 3, 4. Donc, c'est vraiment les 4 façons dont nous, on a remarqué que cette professionnalisation-là se met en place et s'exprime au sein des comités organisateurs qu'on a observés. Donc, premièrement, il y a vraiment une formalisation de la structure bénévole et une centralisation du pouvoir. Dans ce sens qu'il y a vraiment une hiérarchie qui va se faire avec le ou la présidente ou les présidents, parce que dans certains comités, c'était une coprésidence avec 2 personnes. Donc, tu as vraiment les présidents. Ensuite, juste en dessous, tu as les bénévoles plus expérimentés. Donc, là, ça revient en fait à l'idée des super bénévoles qui sont beaucoup plus légitimes, qui ont plus de pouvoir au sein de la hiérarchie parce qu'ils sont perçus comme beaucoup plus légitimes parce qu'ils ont de l'expérience, ils savent de quoi ils parlent. Donc, ça devient des personnes ressources, des références auxquelles les bénévoles plus récents ou les nouveaux vont vraiment se référer. Dans les comités eux-mêmes, ces bénévoles plus anciens qui sont là depuis longtemps vont référer à eux-mêmes comme étant un noyau. Donc, c'est vraiment... donc, tu as président, noyau, et puis plus tu descends dans la hiérarchie, plus tu as les bénévoles qui sont les plus nouvellement arrivés. Ce qui crée une dynamique inclusion-exclusion. Donc, ça devient des lignes de hiérarchie très claires. C'est très normatif, il y a des valeurs, il y a des normes qui s'installent là-dedans, dans l'implicite, dans les relations, dans les dynamiques. Et puis, tous les nouveaux bénévoles qui essaient d'arriver, donc c'est une dynamique qu'on a vue à l'œuvre. Si les nouveaux bénévoles ne fit pas dans ce cadre normatif-là, dans ces valeurs-là, dans ces façons de fonctionner-là, qui sont là depuis longtemps au sein du noyau, ils ne vont tout simplement pas s'intégrer et ils ne t'offrent pas longtemps, tout simplement. Là. Donc, c'est vraiment... tu t'adaptes ou ça passe ou ça casse. Donc là, c'est vraiment normatif en termes d'inclusion-exclusion. Donc, cette formalisation-là de la structure bénévole va centraliser les pouvoirs vraiment essentiellement dans les présidentes qui vont vraiment faire... Ils ont carrément le droit de veto. Donc, tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises dans le comité, si la présidente décide que c'est pas ça, puis la personne peut vraiment appliquer son droit de veto à ce moment-là. C'est aussi elle qui contrôle tous les canaux de communication. Donc, tout ce qui se passe dans le comité passe par la présidente. Il y a une petite délégation de pouvoir aux responsables des sous-comités, puisque le comité est divisé en sous-comités qui s'occupent de dossiers différents. Donc, par exemple, l'alimentation, donc la personne qui va s'occuper de trouver des commanditaires de nourriture le jour du relais. Le sous-comité luminaire, donc le sous-comité qui s'occupe de vendre les luminaires, qui sont les petits lampions qui sont vendus à 10 $ et qui sont mis le long du circuit de marche le jour du relais. Le sous-comité des survivants, donc ceux qui s'occupent des survivants, qui sont une population qui a une place très, très, très centrale dans le relais, qui sont vraiment importants. Donc, chaque sous-comité a aussi des responsables. Donc, selon les dynamiques des comités, il peut y avoir des présidents qui vont un petit peu déléguer aux responsables de sous-comités qui, à ce moment-là, deviendront carrément des gestionnaires de projet. C'est vraiment comme ça qu'ils se voient, comme ça qu'ils parlent d'eux et comme ça ils se présentent aussi. Donc, tu as vraiment le coordinateur qui est le président, tu as les gestionnaires de projets qui sont les sous-comités, et puis tu as les petits nouveaux bénévoles. Et puis, tout en dernier, vraiment dernier, tu as les bénévoles jour J, qu'ils appellent, c'est-à-dire les bénévoles qui vont venir aider le jour du relais de façon vraiment ponctuelle. Donc, il y a une hiérarchie très rigide, unidirectionnelle, donc vraiment top-down, qui contrôle les canaux de communication, qui contrôle tout ça. Donc, c'est vraiment très rigide comme structure. Donc, c'est pas mal ça. En deuxième lieu, donc c'est ça, ça devient vraiment des gestionnaires de bénévoles et non des bénévoles eux-mêmes. Donc, les membres des comités organisateurs ne se considèrent pas comme des bénévoles. On leur a demandé pourquoi, quand vous parlez des bénévoles jour J, vous dites les bénévoles et que vous faites une distinction par rapport à ça. Puis, c'est vraiment clair, ils ont tous répondu, ben nous, c'est pas pareil parce que nous, on organise, on gère, on organise un événement. L'implication est à long terme toute l'année. C'est pas du tout le même niveau d'implication, donc c'est pas la même chose. Et puis, il y a vraiment une question, comme je disais tantôt, de légitimité de la pratique, c'est-à-dire que nous, quand on est à la recherche de commanditaires, de partenaires, de fonds
pour nous aider dans l'événement. Il dit ça nous aide de nous présenter aux partenaires et aux futurs commanditaires comme des membres organisateurs, des gestionnaires. Parce que ça nous donne plus de légitimité pour demander des fonds plutôt que de dire « Ah, je suis bénévole pour la Société canadienne du cancer ». Donc, eux, vraiment, l'ont exprimé comme ça en termes de légitimité. Donc, évidemment, ça veut dire qu'ils développent des outils de gestion, il y a de la managérialisation des pratiques, ils vont gérer les bénévoles comme si c'était des employés. Donc, il y a même des situations où ils doivent mettre dehors des bénévoles, ce qui est vraiment particulier comme situation, puis qui est difficile à gérer parce que comment tu mets dehors un bénévole, sous quelle raison tu vas lui dire qu'on n'a plus besoin de tes services, etc. Donc, c'est vraiment différent qu'une dynamique d'employé parce qu'on ne peut pas vraiment se baser sur la performance et choses comme ça. C'est fait implicitement, mais explicitement, ça ne peut pas vraiment être fait de cette façon-là. Donc, c'est pas mal ça. Je vais laisser Jeanne pour la prochaine. OK. Donc, pour l'aspect suivant, on a remarqué en fait, qu'il y avait une grosse négociation d'autorité entre les bénévoles et les agentes de développement. Donc, agents et agentes de développement, c'est des personnes qui sont employées par la Société canadienne du cancer et qui viennent un peu observer, encadrer ce qui se passe dans les rencontres de comité. Puis, ce que ça crée, c'est que, dans le fond, ils représentent l'autorité, ils représentent quelque chose qu'on veut un peu contredire, qu'on essaye de contourner. Donc, dans le cas des bénévoles, c'est vraiment... comment dire, ça crée des tensions parce que souvent, justement, l'agent de développement va dire « Ah non, mais on ne peut pas faire ça à cause de telle et telle régulation. » Donc là, ça entraîne une espèce de dynamique de lutte de pouvoir tout au long des rencontres. Puis aussi, l'agent et l'agent de développement ne va jamais être pleinement intégré au sein du comité parce qu'on considère cette personne-là comme quelqu'un d'à part un petit peu. Ça ne va jamais être complètement amical ou bien familial. Tout simplement parce que la personne est salariée, contrairement aux gens qui sont bénévoles et qui ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Donc, on dirait que les bénévoles considèrent un peu plus qu'ils ont plus de pureté dans leur engagement, qui ont plus de passion, qui font ça pour les bonnes raisons. Donc, ça va vraiment créer une tension. Puis l'agent de développement, c'est vraiment pas une position facile. Il y a beaucoup d'épuisement professionnel et de burn-out qui est associé à cette position délicate-là. Puis, on le sent notamment dans les entrevues individuelles qui ont été faites avec chacune de ces personnes-là qu'on a réalisées. On a remarqué qu'il y avait vraiment un problème entre les règlements qui sont transmis par la Société canadienne du cancer et l'application sur le terrain parce que les terrains sont tous très, très différents. Donc, c'est tout le temps cette tension-là. Puis surtout dans un des comités, donc l'extrait qu'on a choisi ici représente un petit peu ça, c'est que la couleur du chandail porté le jour de l'événement va jusqu'à représenter l'inclusion ou non de l'agent de développement. Donc, les bénévoles, je crois, portaient tous des chandails bleus. Puis, l'agent de développement devait porter un chandail rouge. Je crois que c'était ça, si je me trompe pas. Puis, on voulait absolument pas que les bénévoles voulaient absolument pas que l'agent porte un chandail bleu comme faisant partie des bénévoles. C'était vraiment une personne à part, une personne ressource auquel on vient se référer. Donc, c'est ça. Il y avait toujours ce sentiment de ne pas être assez de la part des agents de développement puis de pas bien s'intégrer parce que souvent, la passation des savoirs se faisait mal entre les agents de développement vu que c'est un poste quand même assez volatile. Les gens l'occupaient pour maximum 1 ou 2 ans avant de partir en burn-out ou d'être complètement épuisé. Donc, c'était une dynamique intéressante qu'on a observée. On peut passer à la suivante. Aussi, une des grosses composantes de nos observations, c'est par rapport, là, on l'a nommé un événement professionnel fait par des professionnels. C'est assez explicatif. Donc, c'est juste que, c'est ça, les bénévoles souhaitent avoir l'air le plus professionnel possible dans toutes leurs interactions, que ce soit par des communiqués, que ce soit pour aller chercher des commanditaires. Les interactions avec la ville aussi, ça confère une espèce de légitimité. Donc, comment on se présente comme justement membre de comité organisateur. Tu sais, moi, je gère les bénévoles. Moi, je m'occupe de l'alimentation. Donc, c'est toutes des choses qui rendent plus crédible un petit peu à leurs yeux leur implication. Puis, on se base aussi vraiment sur les compétences de chacun pour les placer aux meilleurs endroits selon les vrais emplois qu'ils occupent dans leur vraie vie courante, les vrais emplois salariés, parce que leur implication de bénévole est presque vue comme
c'est vu carrément comme un deuxième emploi pour la majorité d'entre eux. Ils mettent une quantité d'heures vraiment presque illimitée. Puis, on s'attend à cet engagement-là sérieux. On s'attend à cette rigueur-là professionnelle de la part des bénévoles. Donc, c'était vraiment une composante intéressante. Puis, dans l'extrait ici, il est question de quelqu'un qui s'occupe de l'aspect technique sur le site. Donc, la personne va réitérer, dans le fond, que c'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en électricité. C'est important d'avoir une certaine expertise. Donc, ça vient aussi avec l'expérience au fil des années, puis c'est intimement lié à l'aspect d'implication depuis un certain nombre de temps aussi, comme on a vu précédemment. Donc, voilà. T'es muté comme solo. Merci Frédéric. Donc, ce qui nous amène à la discussion. Évidemment, comme le disait Frédéric, on veut privilégier un temps de discussion, donc on pourra revenir sur des exemples par rapport à la recherche, mais ce qu'on voudrait proposer pour le temps qui nous reste ensemble, c'est justement de voir quelles seraient des pistes de réflexion qu'on pourrait amener par rapport à cette tendance qui est assez forte, en fait, de professionnalisation et qui amène, oui, d'une certaine part, je dirais, un développement de l'expertise, par exemple, bénévole, d'avoir, comme le disaient Frédéric et Jeanne, le bon bénévole à la bonne place. Donc, effectivement, on pourrait dire, bien, ça fait que finalement, ces événements qui sont organisés par ce comité de bénévoles sont des événements qui sont réussis. Donc, des événements dans lesquels, justement, le but ultime est de pouvoir collecter des fonds, d'avoir un événement qui retient des participants pour l'année suivante. Donc, si on a des experts ou des professionnels dans l'organisation de ces événements, on peut s'attendre justement à un événement qui va être un succès. Donc, effectivement, il y aurait cette logique qui est en fait une logique qui opère assez fortement dans les relais que nous avons observés. Mais d'une autre part, puis c'est un peu l'envers de la médaille, ce qu'on voit, c'est que cette professionnalisation vient aussi avec des problèmes liés à la santé mentale, vient aussi avec une forte hiérarchisation et donc un manque de flexibilité peut-être par rapport à la manière dont on organise ces événements et ultimement vient aussi avec cette emprise de logique marchande dans un espace justement qui est un espace qui en bout de ligne cherche à, dans ce cas-ci, combattre le cancer, appuyer les personnes qui sont atteintes par la maladie ou leurs proches aidants. Et donc, c'est comme si, dans cette balance de tension que l'organisme doit faire, la balance va plutôt pencher vers la logique marchande que vers l'accomplissement de la mission de l'organisme. Donc, voilà, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, certains des avantages qu'on peut justement identifier par rapport à la professionnalisation. Donc, oui, on peut remplir la mission dans certains cas si justement on ne dévie pas de la mission parce qu'on est trop axé dans ces logiques marchandes. Et c'est d'ailleurs une des recommandations que nous avons fait à la Société canadienne du cancer, de leur dire que souvent, les comités sont tellement axés sur l'organisation de l'événement qu'ils vont perdre de vue le but ultime de l'événement. Oui, c'est la collecte de fonds, mais derrière ça, il y a vraiment donc la cause de l'organisme. Et des fois, justement, nous avons assisté à ces rencontres qui duraient 2-3 heures, mais peut-être 40 minutes ou plus pouvaient passer sur un petit détail par rapport à la saveur de la soupe, où une grande partie, en fait, des discussions portaient sur les commanditaires. Donc là, on se rend compte que, justement, la mission est un peu laissée de côté. Ça permet de garantir les retours d'ascenseur dans le sens que de permettre justement que ces compétences elles soient développées, elles soient appropriées et elles soient bénéfiques pour l'organisme. D'une certaine manière, on pourrait dire que la professionnalisation évite les dérapages. On sait que si le cadre est fixe,
ça permet quand même un certain contrôle. Et dans certains cas, en fait, la littérature montre que les bénévoles qui s'engagent aiment avoir un cadre quand même assez structuré pour pouvoir réaliser leurs tâches et aussi pour se rendre compte, en fait, pour avoir cette sensation de satisfaction en bout de ligne. Donc, ça peut aussi permettre de fidéliser les bénévoles. Aussi, pour ceux qui vont chercher des expertises, justement, on peut voir ces activités de bénévolat comme des espaces ou des lieux dans lesquels ils peuvent développer certaines compétences. Donc là encore, c'est une autre manière de fidéliser les bénévoles. Il y a la question de la socialisation aussi, comme vous l'avez dans l'extrait. Qui est aussi un élément très important, évidemment, dans le contexte de bénévolat et qui va au-delà de l'expérience professionnelle. Donc, c'est un peu pour balancer, en fait. Oui, effectivement, il y a cette tendance vers la professionnalisation, mais quand on parle aux bénévoles, ce qui revient assez régulièrement, c'est vraiment cette notion de famille, d'avoir du fun, de justement socialiser, de s'entraider. Donc, on voit aussi que ça reste quand même quelque chose d'assez essentiel pour les personnes qui font du bénévolat et qui s'impliquent. On peut passer aux désavantages, Frédéric. Donc, dans les inconvénients, on en a nommé certains. Il y a l'injonction de productivité qui est très forte et qui vient justement finalement à renforcer ces standards qu'on voit et dont on parlait tantôt. Les bénévoles eux-mêmes s'en demandent beaucoup. Puis on a des extraits d'entrevues avec certains d'entre eux, ceux que nous on nomme des super bénévoles, qui justement se disaient, je sais que j'en fais trop, mais je ne peux pas laisser tomber, c'est ma responsabilité. Donc, ce sens de la responsabilité et de l'engagement est très fort. Mais cette injonction de la productivité, elle ne vient pas... En fait, ils l'ont incarné, ils se sont autodisciplinés, mais c'est quelque chose qui vient finalement, qui vient du système et qui vient de cette marchandisation, en fait. Les logiques de performance et de performativité ont été complètement adoptées par cet organisme. Et d'ailleurs, la façon dont on établit le succès des relais, c'est le nombre de participants, c'est le nombre d'argent qui a été collecté, c'est le nombre d'équipes qui s'est inscrit pour faire le relais. Et donc, on est toujours finalement... en fait, ces objectifs chiffrés viennent vraiment cadrer la manière dont cette activité se réalise. D'ailleurs, toutes les réunions auxquelles nous avons assisté commençaient par la lecture justement de quel était le nombre, combien ils avaient d'inscriptions jusqu'à date. L'année dernière, c'était quel le nombre d'inscriptions, donc comparé avec l'année dernière, voir quel était l'écart avec les objectifs qui s'étaient donnés pour cette année. Donc, ça cadrait vraiment les rencontres et effectivement la manière dont ils envisageaient leur engagement bénévole. Évidemment aussi, Frédéric en a mentionné, il y a une formalisation de l'engagement. Nous, on l'a vu se manifester notamment par cette structure bénévole extrêmement hiérarchique où la prise de décision est centralisée. On peut aussi de manière plus large penser qu'il y a une dissolution des socles relationnels et solidaires, surtout si on s'interroge sur cette tendance de professionnalisation finalement dans plusieurs aspects et secteurs de notre vie sociale, dont le bénévolat. Donc, effectivement, si on est plus dans la performance, dans la formalisation de nos relations, si on est plus dans cette injonction de productivité, les relations sociales peuvent passer à un deuxième plan. Par contre, comme je le disais tantôt, dans ce cas-ci, nous, on a vu que ce discours de la famille et des liens sociaux était quand même extrêmement fort dans les comités et pour eux, et expliquaient aussi leur engagement. Donc, les bénévoles disaient, si je continue à m'impliquer, c'est parce que j'ai du fun, c'est parce que les membres du comité sont comme une famille. Donc, c'était vraiment le type de métaphore qui était utilisé. Et aussi, bon, on l'a remarqué, il y a ce risque d'épuisement professionnel qu'on voit chez des bénévoles qui s'engagent justement dans des projets à long terme qui impliquent non seulement du temps, mais aussi
une responsabilisation par rapport aux tâches parce que finalement, ce sont eux les responsables de la réussite de l'événement qu'ils sont en train d'organiser. Donc, pour terminer sur cette question des inconvénients, les injonctions de productivité et d'efficience, on les voyait très fortement dans ces comités. Le fait d'atteindre les objectifs chiffrés était vraiment leur motto, d'une certaine manière, dans les réunions que nous avons suivies et même le jour du relais. C'était aussi la manière dont eux s'évaluaient, donc évaluaient leur performance en tant que membre de ce comité et aussi évaluaient la performance, par exemple, de l'agent de développement. Donc, la mesure de la performance s'appliquait non seulement à l'événement, mais aussi à l'engagement de chacun d'entre eux. Et c'est aussi en lien avec ce qu'on disait tantôt par rapport à un engagement pour les bonnes causes et la responsabilisation des engagements. Donc, la personne qui s'engage moins, qui n'est pas à la hauteur, va être une personne qui va être exclue finalement du comité parce qu'elle n'est pas à sa place, en fait. Oui, la prochaine. Donc, on voudrait terminer par remercier les personnes qui ont contribué à ce projet, donc notamment les bénévoles, les comités de bénévoles qui nous ont accueillis pendant ces mois d'observation et qui nous ont justement ouvert leur, je dirais, leur perception et leur interprétation par rapport à ce qu'ils vivent. L'équipe de recherche, je l'ai mentionné tantôt, donc nous étions 5. Donc, aussi, ça a été vraiment un processus enrichissant de travailler en équipe, un défi en même temps parce qu'on était sur 4 sites, mais nous avons quand même réussi à justement coordonner les efforts et arriver avec un résultat dans ce rapport de recherche qu'on vous présente brièvement aujourd'hui. Donc, je laisserai le temps maintenant pour la portion de discussion, de questions, d'interrogations que vous aurez par rapport au sujet et à notre recherche. Merci. Claire. On voit, Claire est tellement en contre-jour qu'on voit une silhouette qui applaudit. Oui, désolée, je suis à l'UQAM. Quand je m'approche, on me voit. Moi, j'ai pas mis la main. Vas-y. OK, pardon. Ben, merci pour la présentation. Moi, ça fait plusieurs fois. Enfin, en tout cas, je vois un petit peu l'avancée de votre projet, puis je trouve ça bien de voir aussi, finalement, le résultat, le résumé final. Fait que je suis vraiment impressionnée. J'ai hâte de lire le rapport là, au complet. Puis moi, j'avais plus une question à savoir si vous attendiez à ce genre de résultat-là sur la professionnalisation du bénévolat avec la Société canadienne du cancer ou pas. Donc, c'est plus votre propre rapport à ce que vous avez découvert, mettons, en faisant ces analyses sur le terrain. Je peux peut-être commencer, puis vous rajouterez, Frédéric, Jeanne et Sophie, votre impression par la suite. Moi, je dirais qu'une des choses qui m'a le plus frappée, puis c'était vraiment au tout début donc les premières entrevues et premières réunions que nous avons observées, c'était cette managérialisation, en fait, des pratiques bénévoles et le fait que les bénévoles ne se définissaient pas, les bénévoles de ce comité ne se définissaient pas comme des bénévoles, mais comme des membres du comité organisateur. Ça m'a vraiment frappée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que, justement, ils se considèrent des bénévoles parce que, ils donnent de leur temps de façon, on va dire, gratuite. Ils s'impliquent pour une cause, donc les notions d'engagement arrivent aussi. Donc, ça rime aussi avec cette définition. Mais non, c'était systématique. Tous les bénévoles que nous avons interviewés, on leur posait la question puis ils disaient « Ah, c'est vrai. Non, non, je pense pas que je suis un bénévole, je suis autre chose. » Donc, cette définition par la négation du bénévolat qui venait ensuite avec
une définition qui était vraiment autour de la gestion. En fait, il ne parlait pas de gestion, mais il parlait d'organisation, d'experts, de professionnels. Et ensuite, les discours qu'on a vus dans les entrevues qui étaient très forts. Donc, l'extrait qu'on vous a montré, c'était vraiment finalement la posture d'un gestionnaire de parler de mettre à la porte quelqu'un. Donc, même dans la prise de décision, donc les outils qui sont utilisés. Donc, moi, ça m'a vraiment frappée. Je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il allait y avoir une forme de professionnalisation dans l'expertise puis l'utilisation des compétences. Donc, le bénévolat par compétences, ça, c'était quelque chose que je me disais, oui, ça va être là. Mais au point que ça vient finalement créer une nouvelle identité professionnelle qui est celle du gestionnaire de bénévoles, du bénévole gestionnaire de bénévoles. Ça a vraiment été pour moi une découverte. OK. Je vais juste poursuivre un mini peu, mais dans le fond, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment surprise, c'est de voir comment ça se déroulait pendant les rencontres de comité, puis comment vraiment les présidents et présidentes occupaient une place super importante dans cette professionnalisation-là, parce que la manière dont elle distribuait les tâches, c'était fou, là. C'était comme un patron qui disait à ses employés comment on fonctionne, puis voici tel et tel objectif, puis ça va fonctionner de telle et telle manière. Puis c'est comment les gens interagissaient avec eux, elle et eux aussi. C'était vraiment c'était fou de voir ça, en fait. Puis quand ces présidents et présidentes-là nous expliquaient dans leurs entrevues individuelles, ah oui, nous, on cherche telle personne avec telle compétence spécifique pour remplir tel poste, quasiment. C'était presque ça les mots qui étaient utilisés, ou même les mots qui étaient utilisés carrément. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a surprise. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant explicite, en fait. Mais moi, je pense que ça se fait graduellement. Je pense pas que les gens, quand ils commencent à s'impliquer bénévolement, ils savent dans quoi, qu'ils s'embarquent dans ça, puis que ça va devenir ça. Puis c'est comme si je pense qu'ils sont tranquillement pris dans l'engrenage, dans le jeu, puis ils internalisent tout ça. Puis là, ils se mettent à être ça parce que d'emblée, là, je pense que si tu disais au monde dans quoi ils s'embarquaient, je suis pas sûre qu'il y aurait tant de monde que ça. Moi, personnellement, tu sais, si on me disait quand je veux faire du bénévolat, quelque chose d'aussi rigide, d'aussi hiérarchique, d'aussi intense, je serais comme non, je m'excuse, mais moi, j'embarque pas, là, tu sais. Fait que, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait graduellement, puis moi, c'est ça qui m'étonne, c'est de voir, c'est comme si la personne se réveille comme, tu sais, un matin, puis ça fait 5 ans qu'elle est présidente du comité, puis elle fait « How did I get here? » Tu sais, un peu, là, c'est comme, mais ça, c'est ma perception aussi, là, mais ouais, c'est vraiment rigide. Gabrielle? Oui, allô tout le monde. Merci pour la belle présentation puis le beau projet. Moi, je retrouve beaucoup de ce que vous dites dans mon expérience personnelle. Donc, moi, je fais du bénévolat. Je fais du bénévolat avec la fibrose kystique, donc qui est une organisation philanthropique, mais je vis beaucoup cette tension-là dans mon expérience, comme je suis en train de déployer un événement de A à Z, donc je l'organise. Et des fois, je me bute à des réglementations, justement, où non, il ne faut pas le dire comme ça, les standards de la compagnie ou plutôt de l'organisation, c'est ça. Donc, des fois, je me sens un peu limitée dans mon bénévolat, mais je me considère aussi quand même comme une professionnelle parce que je veux justement que mon événement ait l'air professionnel. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi de vous écouter puis de réfléchir à ma propre pratique. Et puis aussi, je trouve que ma plus grande critique à la professionnalisation, c'est sûrement, on dirait qu'on perd cet aspect-là noble de la cause. Tu sais, on fait ça pour la cause, pour faire quelque chose de bien finalement. On dirait que ça, on a tendance à l'oublier, puis vous l'avez très bien nommé aussi. Et aussi, je me demande si on migre vers ça, vers de plus en plus de bénévoles professionnels, alors est-ce qu'on veut, puis pour moi, c'est très, très relié à la valeur du travail. J'avais un professeur de sociologie qui disait que tout le bénévolat devrait en fait être du travail salarié, que le bénévolat ne devrait pas exister. Il est assez extrémiste, il est tout un personnage. Et je me demande si on ne voudrait pas aller justement vers ça, c'est-à-dire les employés ont des bénévoles, les bénévoles travaillent ailleurs, les employés bénévolent ailleurs. Donc, tout le monde a comme un travail et une cause à bénévoler. Ça pourrait peut-être comme aplatir cette espèce de professionnalisation-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà.
Merci, Gabrielle. En tout cas, je me lance, mais Sophie, si tu veux t'embarquer aussi, c'est peut-être quelque chose qui t'intéresserait, la valeur du travail. Je sais que on a discuté de ça aussi dans d'autres contextes. Je trouve vraiment intéressant parce que ce que ton commentaire me fait penser, c'est justement dans cette idée de balancer les choses, c'est qu'en fait, là, présentement, ce qu'on voit, ou ce qu'on remarque avec notre recherche, mais aussi on retrouve ça dans la littérature, c'est qu'il y a une colonisation de l'entreprise privée ou des logiques de l'entreprise privée dans toutes les sphères, dont la sphère justement du bénévolat. Donc, on pourrait a priori se dire, mais pourquoi cette sphère qui est plus noble serait colonisée? Pourquoi elle ne serait pas justement préservée de ces discours de productivité, de performance, etc., de professionnalisation? Mais finalement, on constate que il n'y a pas une grande différence, en fait, à part le fait que ces bénévoles n'ont pas été payés pour faire l'événement. La façon de l'organiser, la manière dont ils en parlent, la manière dont ils se présentent, c'est du travail. Donc, moi, ce que ton commentaire me fait penser, puis c'est un peu, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas si c'est possible, c'est peut-être un peu idéaliste, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on puisse récupérer les discours et les logiques de bénévoler pour recoloniser les espaces de marché et les espaces justement de l'entreprise privée. Est-ce que ça serait possible au lieu de professionnaliser le bénévolat, bénévoliser, ça n'existe pas, bénévoliser le travail? Ça, moi, je trouve que, en tout cas, ton commentaire me fait penser à ça. Après, comment le faire concrètement? Ben, c'est, j'imagine, par des poches de résistance ou des fractures qu'on peut trouver pour essayer de, justement, amener ces discours, ces façons de faire du bénévolat qui sont souvent, en fait, je dirais, sont moins rigides, sont dans la spontanéité. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'engagement, par exemple, si on peut sortir du cadre du bénévole qui est peut-être plus formel, mais de l'engagement qui sont aussi comme ça. C'est un groupe de gens qui se met ensemble, qui sont motivés, qui s'organisent, puis ça marche. Donc, bref, en tout cas, merci pour ton commentaire, Gabrielle. Je trouve que c'est très, très inspirant. Oui, Colline? Ah ben non, c'est ça. Puis je sais pas si Sophie, tu veux parler par rapport à ton propre terrain de recherche, là. Bah non, pas forcément encore, mais je peux réagir par rapport à ce qu'il dit là sur le travail, mais à moins que tu veuilles dire quelque chose absolument, là, mais... Ben non, mais c'était juste par rapport à la cartographie. Moi-même, j'ai pu voir des répondants qui étaient impliqués plus dans des milieux politiques ou citoyens, puis là, ça prenait sens, ça faisait sens par nature, parce qu'eux, ils s'organisaient pour répondre, pour organiser un projet, mais que justement, ils essayaient de contrer cette logique-là, comme quoi si le bénévolat était une sorte de travail, il fallait comme répondre à la logique de performance, dans le sens où eux s'organisaient de manière différente et ils en avaient conscience, il y avait une certaine conscience de ça. Après ça, oui, le travail, c'est intéressant, la manière dont il est perçu ou pensé aujourd'hui, surtout par les entreprises. On pourrait aussi se poser la question dans un monde idéal si le travail ne pouvait pas être, mettons, rémunéré avec un salaire universel pour tout le monde. Et qu'à partir de là, juste la manière dont on pense au travail changerait parce que on ne parlerait pas nécessairement de performance, on parlerait peut-être plus d'engagement vis-à-vis de la communauté. Donc, c'est une autre manière aussi de le voir. Puis je pense que Sophie, elle va amener aussi en parlant de militantisme, je pense que ça fait écho. Ouais, je ne vais pas en parler tout de suite parce que là, je suis en plein dedans. Puis donc, ce serait pas peut-être. C'est sûr qu'il ressort des choses comme ça, mais c'est plus compliqué avec les questions militantes. Mais je voulais revenir peut-être sur une chose on a tendance aussi à idéaliser le bénévolat comme si ça existait, le don de soi pur, dénué de toute, je sais pas, de toute attente. Mais c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire quand on parle de professionnalisation, c'est de dire est-ce que ça existait à un moment donné, ce bénévolat pur, complètement idéal. Il y a quand même eu la charité chrétienne au début, donc ça repose aussi là-dessus. Donc, puis la charité chrétienne, ça vient avec tout son lot aussi de valeurs, d'attentes, on fait ça en enfer.
Voilà, c'est ça. Donc, peut-être aussi, finalement, le bénévolat pur, de don de soi, complètement dénué d'intérêt, n'existe pas vraiment. Puis, après, la professionnalisation du bénévolat, elle vient aussi c'est ça, une entreprise comme la SCC manque aussi sûrement de fonds, je ne sais pas, pour embaucher d'autres gens. On voit bien, il n'y a qu'une seule personne, agent de développement. Donc, le bénévole vient combler, en fait, des choses qui devraient être faites, en fait, par des gens payés. Donc, c'est pas tant le bénévole, mais ça, on le dit depuis le début, là, qui se professionnalise lui-même, qu'en fait, une sorte de système où on vient combler des choses. Donc, c'est ça, mais peut-être de remettre en question, justement, l'idéalisation du bénévole à l'origine, en fait. Et de voir si, en fait, la figure du bénévole n'est pas déjà, en fait, quelque chose... on fait du bénévolat, mais il y a toujours un petit aspect comme ça de rien recevoir en retour, finalement. Enfin, je sais pas si... de remettre en question, bref, l'idéalisation, c'est ça que... C'est sur ça aussi que repose cette réflexion sur la professionnalisation, j'imagine. Mais voilà. Gabrielle? Ouais, ben, j'ai envie de réagir. Hop, il y avait Claire aussi. Tu peux y aller, Claire, si tu veux. Ah, excuse-moi, Claire. Non, je t'en prie, Gabrielle, vas-y, j'irai après. OK. Ben, en fait, juste réagir rapidement à Sophie. Tu sais, je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord que le don n'est jamais vraiment désintéressé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours peut-être un petit intérêt derrière, mais je pense qu'il y a peut-être des intérêts plus qu'on pourrait encourager plus que d'autres. Tu sais. Par exemple, quand on fait quelque chose pour le bien des autres ou pour vraiment améliorer, pour aider, moi, je crois fondamentalement qu'on peut vouloir aider pour aider, tu sais. Puis ça nous fait sentir bien. C'est un peu comme dans Friends, Phoebe et Joey qui s'ostinaient pendant un épisode, je ne sais pas si vous connaissez, et qui disait que le don des intéressés, ça n'existait pas. Puis Phoebe, elle tient coûte que ça existe. Moi, je suis un peu du bord de Phoebe, c'est-à-dire, je pense qu'on peut aider pour vouloir aider aussi. Même si c'est jamais désintéressé. Voilà. Oui, bonjour, désolée, je suis arrivée un peu en retard, j'ai loupé le début. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup pour la présentation. Et ouais, Gabrielle, je te rejoins. C'est vrai qu'on pensait que le don, c'est pas. Il y a toujours parfois peut-être un petit intérêt, mais en soi, un intérêt, c'est pas forcément ni positif ni négatif. Ça dépend. En fait, tout est un choix finalement. Donc, c'est pas parce que la personne peut trouver un intérêt qui peut être faire du bien. En fait, ça me fait me sentir bien. Ça peut être un intérêt, par exemple. Mais c'est pas pour autant que ça doit forcément être rapproché de cette professionnalisation, etc. Et c'est là qu'il y a un peu la confusion. Je pense que ça peut être une des pistes aussi. Que, comme il y a un peu cette idée sous-jacente que la personne a un intérêt, même si c'est par exemple, ça me fait me sentir bien de faire du bien. Et on peut dire oui, donc on peut professionnaliser parce qu'elle y trouve son compte aussi, mais c'est un peu pervers comme mécanisme en fait. Et puis en plus, je trouve ce qui est un peu dommage, c'est que l'intérêt des expériences de bénévolat pour beaucoup de personnes, ça peut être aussi de découvrir d'autres choses. Par exemple, je sais pas, si on travaille dans la communication, on n'a peut-être pas forcément envie d'être cloisonné à des fonctions de... Pardon, on ne voit pas. À des fonctions de communication dans le cadre de son bénévolat. Peut-être qu'on a envie, je ne sais pas, de faire de la comptabilité ou de distribuer des t-shirts, ou enfin, peu importe en fait. Mais le fait de devoir le professionnaliser renforce les carcans de compétences qui existent déjà et en fait empêche d'aller vers d'autres choses en fait. Donc c'est un peu dommage. Et après, un autre truc que je voulais dire, ah oui, mais par contre, c'était pas un bénévole, mais je ne sais pas s'il y a un problème ou pas avec la Société canadienne du cancer, mais dans l'un des terrains que j'ai menés, il y a un des répondants qui, lui, était donc salarié de la SCC. D'ailleurs, son poste, il était chargé de levée de fonds, enfin, de projet levée de fonds. Et puis bon, bref, c'était pas du tout le sujet de notre entrevue. On parlait plutôt de sa façon de travailler à distance, sa gestion du temps, de l'espace, ses usages des technologies. Mais en fait, il s'est avéré qu'il était complètement en burn-out. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, mais oui. Et lui, il exprimait ça sur la confusion des rôles un petit peu.
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, une dimension que vous avez retrouvée chez les bénévoles que vous avez interrogés, mais voilà, Les c'était agents ça. particulièrement. Ouais, bah, cette confusion des rôles, c'était pour lui. Et puis, peut-être le fait que ce soit effectivement contre le cancer un but considéré comme, entre guillemets, noble. Il avait ce côté, quand il parlait, enfin, ça c'est ma perception, mais ma perception elle était qu'il se sentait super important. Et il se prenait vraiment super au sérieux. Mais en fait, il se mettait une énorme pression du fait que, parce que son rôle était super important, parce que la cause du cancer voilà, touche beaucoup de monde, etc. Donc en fait, je pense qu'il se rajoutait aussi cet aspect-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez observé également, mais voilà, c'était mes remarques. Je voulais juste préciser, Merci. moi, ce que je voulais dire, c'est pas pour revenir sur Gabriel, je voulais pas dire que ça n'existe pas, le don du sang. On peut tout à fait. C'est juste que souvent, le bénévolat va être souvent repris, en fait, aussi pour remplacer, en fait, certains rôles qui devraient être, en fait, payés. C'est plutôt ça, parce que je suis d'accord qu'on peut absolument s'engager pour une cause, et je le vois avec les militants, puis nous, tous autour de la table, on a été engagés pour des choses cœurs et âmes, si je peux dire, mais c'est plus ça, c'est que idéaliser cette position en fait un peu pure qui finalement est toujours au bout d'un moment récupérée au final pour faire des tâches qui devraient être payées en fait parce que ça s'avère être du travail. C'est plus ça. Voilà, c'est juste pour... Si je comprends bien, c'est comme si le bénévolat, c'était le don de soi institutionnalisé. Et c'est quand il est institutionnalisé qu'il est peut-être un peu perverti. Puis là, il sert à des causes plus colonisation du marché privé, tout ça. Là. Donc, quand il est récupéré, parce que du coup, il me vient un truc, les lobbyistes, mettons, tu sais, eux, ils sont payés pour, mais là, je pense sur autre chose, mais eux, ils sont quand même payés pour faire des choses que des fois, ça n'a rien à voir, en fait. Mais c'est un peu une figure qu'on peut comparer au bénévole qui, lui, n'est pas payé, qui va faire des choses aussi mais qui vont être récupérées, en fait, c'est ça que je veux dire, et remplacer des choses qui, en fait, devraient être payées, des tâches qui devraient être payées. Ça, parce que des fois, c'est ça ce qu'on a dans la société canadienne du cancer, c'est clair que certaines choses auraient dû être payées. Là, ils mettaient vraiment du temps plein pour organiser un événement. C'est ça. Mais si je peux juste me permettre, je trouve ça dommage aussi que justement, il y a des gens qui soient super intéressés. Tu sais, comme Gabriel, j'entends vraiment ce que tu dis, puis genre, ça résonne avec ce que j'ai observé aussi. Il y a des gens qui sont hyper passionnés par quelque chose, puis qui vont s'engager dans l'espoir de vraiment comme changer les choses, ou bien juste comme se sentir utile, ou tu sais, contribuer à une cause plus grande, puis que finalement, leurs espoirs un peu justement passionnés, peut-être vont se faire récupérer dans cette logique marchande-là, inévitablement, parce qu'ils vont faire partie d'une structure, puis ils vont vivre tel type d'oppression ou bien de contrôle. Tu sais, je trouve ça vraiment dommage, puis ça, c'est induit par le système dans lequel on vit, puis la marchandisation de la société au complet. Fait que c'est hyper complexe à comme, comprendre et défaire. Fait que c'est ça, je vois mal comment on pourrait justement bénévoliser, pour reprendre l'expression de Consuelo, bénévoliser la sphère du travail alors que c'est déjà hyper présent. Puis dans toutes les sphères de nos vies, vraiment, je trouve la marchandisation, même dans l'intime, c'est ça qui est vraiment dommage, je trouve, dans tout ça. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le bénévolat, il incarne quand même un monde du possible, dans le sens où, comme Claire l'a super bien exprimé, c'est que les personnes qui font du bénévolat à côté ou parallèlement à leur travail, c'est comme un moyen pour eux de s'insérer dans d'autres milieux ou d'avoir d'autres fonctions ou faire d'autres choses, mais sans qu'il y ait nécessairement la pression de la performance. Enfin, moi, c'est ça que je n'étais pas rendu compte, puis en vous entendant Claire notamment. Fait que, tu sais, on peut essayer de récupérer ce monde du possible dans le sens où on peut on peut tenter des choses, même dans un cadre professionnel. Puis, si un échec, c'est pas grave, tu sais. Il y a aussi ça qu'on peut amener du bénévolat qui est intéressant, tu sais. C'est peut-être un peu mon côté idéaliste, mais bon. C'est une question philosophique, là. C'est de combattre toutes ces logiques-là de performance dans nos sociétés, puis se dire, c'est pas grave si je me plante, c'est pas grave si je performe pas, c'est correct si je fais ça à mon rythme. C'est une logique qu'on n'est plus habitué du tout à adopter, là. Donc, je pense que c'est plus... Après ça, c'est vraiment une question philosophique en tant que société. Comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on veut vivre notre société, comment est-ce qu'on veut bénévoler, tout ça, là. Je voudrais juste réagir rapidement à ce que vient de dire Colline. Moi, je pense que, en tout cas, dans les résultats de la cartographie, moi, je vois des pistes qui est notamment même de questionner le terme, parce que justement, le terme bénévolat a été tellement récupéré, institutionnalisé, formalisé, que quand on parle de bénévolat, on pense soit à ce bénévole qui est extrêmement, on va dire, le bénévole amateur, qui a une tâche simple, donc dont on n'a pas vraiment besoin d'expertise, ou on parle de ce bénévole expert avec des compétences particulières, donc le bénévole professionnel. Mais si on utilise d'autres mots, engagement, participation, implication, là, on commence à, justement, le mot lui-même ouvre à d'autres connotations et d'autres interprétations qui peuvent amener justement à se sortir de cette institutionnalisation dans laquelle le mot bénévolat et les pratiques qui viennent avec est un peu pris. Donc, institutionnalisation, mais aussi marchandisation. Donc, c'est comme s'il y avait d'autres espaces aussi sémantiques qui nous permettraient d'ouvrir ces possibilités. En tout cas, moi, je trouve que là, il y a peut-être une ouverture. Puis, je voulais répondre à Claire, donc par rapport à l'ambiguïté des rôles. Ça, c'est quelque chose qu'on a traité dans le rapport, notamment, qui faisait... on a traité de l'épuisement professionnel des agents de développement. Donc, les agents de développement sont les employés payés par la SCC qui travaillent avec les comités bénévoles. Puis là, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement, leur rôle était extrêmement ambigu. Puis, en plus, donc je ne sais pas si c'est le cas de ton répondant, il manquait de légitimité envers les bénévoles parce que souvent, ces agents de développement étaient des jeunes qui venaient d'être embauchés, qui n'avaient pas eu d'expérience d'organisation du relais et donc qui travaillaient ou collaboraient avec des bénévoles plus âgés, avec plus d'expérience, qui en plus ont l'habitude de faire à leur manière. Et là, tout à coup, ils devaient jouer ce rôle de représentant de la Société canadienne du cancer, mais sans aucun pouvoir, parce que même la Société canadienne du cancer ne leur donnait pas un pouvoir, je dirais, officiel pour les légitimer dans leur position. Donc, ils sont les derniers dans la hiérarchie, ils ne sont pas outillés, il n'y a pas de formation. Souvent, les bénévoles vont complètement... parler directement avec le directeur de bureau ou même avec la directrice des relais. Donc, ils vont complètement passer par-dessus l'agent de développement. Donc, il y avait vraiment à la fois l'ambiguïté des rôles, donc qu'est-ce que je dois faire vraiment, le manque de légitimité et une surcharge de travail qui, en fait, ce sont en tout cas les éléments que nous, on a observés et qui pourraient expliquer l'épuisement professionnel. Mais c'est... la Société canadienne du cancer, en fait, la direction en est consciente. Le taux de roulement est impressionnant dans les employés. Et il y a aussi cette question, je sais, toi, tu en parlais d'une façon, Claire, sur le fait qu'il se sent important parce qu'il travaille pour cet organisme. Moi, ce que j'ai vu dans le cadre d'une autre recherche, aussi avec eux, c'est qu'en fait, ils font beaucoup de bénévolat aussi pour la Société canadienne du cancer. Donc, ils vont être employés. Donc, on voit cette identité multiple, en fait. Ils vont être employés de la société, mais moi, j'avais vu des employés qui s'étaient mis ensemble pour faire un relais, pour être équipe et participer à un relais pour la vie. Donc, tout à coup, ils devenaient participants des relais pour la vie. Quand j'étais dans le Trottibus, il y a certains qui marchaient comme bénévoles pour le Trottibus. Donc, c'est comme si leur identité, en fait, elle est multiple par rapport à l'organisation parce qu'ils y croient tellement dans la cause qu'ils vont s'impliquer de différentes manières. Et ça aussi, ça peut créer une forme d'épuisement en bout de ligne parce que finalement, c'est comme si toutes tes sphères d'action ou tout ton temps, en fait, est donné à un seul endroit puis une seule organisation. Donc ça, j'avais remarqué aussi par rapport aux employés de la SCC. Je pense que je peux y aller. J'avais envie de réagir à ce que tu disais, Consuelo. Bien, il y a plein de choses qui m'ont fait réagir, mais particulièrement quand on parlait de cohésion des rôles, c'est quelque chose que j'ai remarqué moi-même dans mes comités,
Puis, ce qui m'a touchée, c'est que les gens qui vont être un peu délaissés, les bénévoles qui vont être un peu délaissés, c'est les bénévoles qui sont là depuis très, très, très longtemps et qui, maintenant, on va de plus en plus vers des levées de fonds, des événements virtuels. Et eux, c'est des connaissances qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas tout à fait adaptés là, à cette réalité complètement virtuelle. Puis c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que ils croient en la cause, ils veulent quand même s'impliquer, mais ils sont de plus en plus délaissés. Et ça m'amène à ma question, justement, comment est-ce que vous pensez que ces transformations-là, ils vont pouvoir être intégrés ou comment ça va affecter cette espèce de migration numérique du bénévolat aussi? C'est peut-être un nouveau terrain de recherche. Mais c'est sûr que ça va changer le profil des bénévoles, d'après moi, de facto, parce que, comme tu dis, tous ceux qui sont là depuis vraiment longtemps, qui sont plus âgés, qui ne sont pas à l'aise avec certains outils technologiques, ne pourront pas suivre à moins d'avoir un soutien, une formation vraiment que les OBNL décident d'investir. Ils ont déjà de la misère. Ça m'étonnerait qu'ils décident d'investir dans des formations pour leurs bénévoles qui ne sont pas à l'aise avec les outils technologiques. Ça, c'est à voir. C'est une question que la SCC se pose en ce moment, d'ailleurs, beaucoup. Elle a fait, ben là, quand tu vas là, peut-être que tu pourrais plus décrire, parce que toi, tu étais là, l'événement qu'ils ont fait question-réponse, là. Ils ont posé ce genre de questions-là à plein de bénévoles. Ils ont répondu pour essayer de les rassurer, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont. Puis là, ils sont aux prises avec qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a des bénévoles qui ne pourront pas suivre. Donc, comment est-ce qu'on leur dit qu'on n'a plus besoin d'eux, de leurs services? Comment qu'on fait notre transition? Ce sont vraiment des questions très centrales en ce moment pour la SCC qui ont été provoquées par la COVID, en fait. Parce qu'ils ont fermé des bureaux, parce qu'ils s'en vont vers le numérique, parce que... Donc, à ce moment-là, il y a vraiment une fracture numérique, effectivement, avec les gens qui sont moins à l'aise avec les technologies ou les gens qui n'ont pas forcément accès à une technologie suffisante. Tu sais, nous, en ce moment, là, c'est pas tout le monde qui a un Wi-Fi avec un Internet avec un très haut débit qui permet de pouvoir faire le genre de choses qu'on fait en ce moment de façon adaptée, que ça ne coûte pas, que ça marche, qu'il n'y ait pas de bug, qu'on maîtrise la technologie, qu'on a accès à un ordinateur portable, qu'on puisse travailler de chez soi, que chez soi, ce soit un milieu propice à travailler, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc, c'est plein de choses comme ça, effectivement, avec le virage numérique. Je pense que c'est des questions qui vont devoir se poser puis être répondues. Ce que je peux apporter comme élément d'information, parce que c'est sûr que nous, quand on a fait notre terrain de recherche, c'était avant la pandémie. Et donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que l'usage du numérique, il y en avait quand même, mais c'était plus pour utiliser les réseaux sociaux numériques pour la promotion de l'événement. Certains comités utilisaient le Facebook pour pouvoir s'organiser, mais ce n'était pas tous les comités parce qu'ils avaient des réunions en présentiel régulières ou s'appelaient par téléphone ou se rencontraient par ailleurs dans des cafés ou pour luncher ensemble. Donc, je veux dire, il n'y avait pas cette... c'est ça, il y avait d'autres façons de pouvoir communiquer et se coordonner. Mais par contre, ce qu'on a appris, c'est que justement, les relais de l'année dernière ont été suspendus et ils ont fait un grand relais virtuel. Les gens étaient invités à quand même continuer à faire de l'activité de collecte de fonds, puis à marcher. Je pense qu'ils marchaient autour de leur bloc. Donc, c'était un peu ça. Puis, il y avait des artistes et tout, mais l'expérience n'a pas été reçue de manière positive par les bénévoles. En fait, plusieurs ont même décidé qu'ils ne revenaient pas l'année suivante parce que c'est... parce qu'aussi, puis nous, on l'a vécu, en fait, l'événement lui-même est quand même un événement dans lequel les gens sont physiquement sur un lieu. C'est un spectacle, en fait. Il y a de la musique, les gens vont apporter leur tente puis vont dormir. Bon, s'ils dorment, mais en fait, ils marchent toute la nuit. Mais je veux dire, il y a quelque chose de très communautaire puis social dans l'événement lui-même. Puis ça, on n'en a pas parlé, mais ils en parlaient beaucoup dans les entrevues. Ces relais-là sont extrêmement territoriales, donc dans le sens et communautaire. Donc, c'est vraiment les personnes de la communauté, parce que c'est fait aussi dans ce réseau de peer-to-peer, qui vont participer à l'événement,
et qui se rassemblent. Puis la métaphore, par exemple, du village était utilisée dans les comités pour parler de ce qui crée, donc de l'atmosphère qui était créée lors de l'événement. Et ça, c'est extrêmement difficile de pouvoir le répliquer en virtuel pour des questions de coût, mais aussi pour d'accès à la technologie. Et même parce qu'il y a une partie qui est essentiellement juste physique. C'est le fait de vivre physiquement l'expérience ensemble qui fait la différence. Puis il y avait une série de symboliques comme les luminaires qui étaient allumés, la cornemuse, bon bref, etc. Donc, c'est un événement qui est extrêmement difficile de transposer dans le virtuel et ça aussi, ça pose des problèmes concrets pour fidéliser les bénévoles parce que eux, ils sont habitués à l'événement qu'ils ont connu et qu'ils ont organisé et maintenant, ça devient un événement virtuel qui n'a pas les mêmes... c'est ça. Je dirais, pas les mêmes... Il y a une perte de sens pour ces gens-là. Oui, c'est ça, il y a une perte de sens. C'est tellement territorialisé, c'est tellement ancré dans le territoire. La composante physique-spatiale est tellement importante dans la signification du relais que les gens donnent au relais que si tu enlèves ça, je pense que pour plein de gens, il y a une perte de sens totalement. Oh, mais je pense qu'on approche l'heure de fin de notre midi-conférence. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Puis pour la discussion qui a été très, très, très riche. Puis, Frédéric, pourrais-tu nous dire la prochaine, c'est quand la date de notre prochaine midi-conférence? C'est la semaine prochaine? C'est dans 2 semaines, c'est le 26. Dans 2 semaines. Même heure, oui. 26 novembre à 12h30 et c'est Colline et Nicolas qui vont s'y coller pour nous présenter les résultats de la cartographie. Donc, merci encore, puis bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Bonne journée.